C'est vrai qu'un certain nombre des croisades qui ont suivi la première croisade ont eu pour objet d'aller défendre ces royaumes chrétiens, c'est vrai. Est-ce que pour autant c'était des guerres de colonisation? Non, ça ce serait faire un double, un triple anachronisme que de le prétendre. Est-ce que Marco Polo est allé en Chine? C'est la question que pose une célèbre sinologue. Elle s'appelle Frances Hood, elle est britannique comme son nom l'indique, et elle nous dit que peut-être que Marco Polo n'a jamais mis les pieds en Chine parce qu'il ne parle ni de la Grande Muraille, ni du riz, ni des femmes aux petits pieds, ni de rien de ce qui constitue la culture chinoise. Alors certains disent, mais oui c'est normal, il était à la cour mongole, puisqu'à l'époque les Mongols avaient pris possession de la Chine, et s'il n'a pas parlé de la Grande Muraille, c'est parce qu'à l'époque elle était en grande partie détruite. C'est possible, une chose est certaine, il n'y a aucune mention de Marco Polo, ni d'ailleurs de ses voyageurs vénitiens, les Polos, dans les archives chinoises. On peut imaginer que Marco Polo n'est pas allé beaucoup plus loin que la mer Caspienne, où se trouvait le plus lointain des comptoirs marchands de sa famille, et que ce sont les souvenirs de marchands, de toutes sortes de caravanes qu'il a pu croiser dans ses voyages beaucoup moins lointains, qui lui ont donné la matière du livre des merveilles. C'est une possibilité, je n'ai pas d'avis tranché sur la question, mais je trouve que la question mérite d'être posée. Alexandre Ier de Russie est censé être mort à Taganrog, dans les confins méridionaux de son grand empire, en 1825. C'était un homme qui était à la fois un très grand souverain, bien sûr, il était le petit-fils de Catherine la Grande, et il était l'héritier philosophique, l'héritier politique de la Grande Catherine. C'est un homme qui a tenu tête à Napoléon, qui a réorganisé l'Europe, bref, un très grand tsar, et en même temps, il était poursuivi par la culpabilité depuis qu'il avait laissé se produire contre son père une conjuration qui avait fini par tuer Paul Ier, puisque le père d'Alexandre a été tué au-dessus de sa tête, dans le même palais pétersbourgeois. Ça a été terrible pour lui. Et il a porté cette culpabilité toute sa vie, au point qu'on puisse se demander si les circonstances extrêmement nébuleuses de sa mort en 1825 ne cachent pas autre chose, puisque bien après sa mort, à plusieurs reprises, un certain nombre de voyageurs, un certain nombre de hauts fonctionnaires ou de personnes qui avaient eu à la cour l'occasion de rencontrer le tsar ont eu l'impression qu'ils étaient en face d'Alexandre Ier. Il était peut-être, sous le nom de Fyodor Kouzmitch, devenu ce qu'on appelle en Russie un starets, c'est-à-dire une sorte d'ermite qui va de village en village pour porter la bonne parole. Peut-être que par une très longue vie, puisque Fyodor Kouzmitch n'est mort qu'en 1864, peut-être que pendant ces 40 années d'érémitisme, il a essayé d'expier la faute initiale de son règne. Les questions que vous me posez, ce sont celles que je développe dans mon spectacle qui s'appelle Histoire, qui est un seul en scène. Et alors je donne à tirer au sort au public un certain nombre de questions et je résous les questions en direct. Et parmi ces questions, il y a celle de la mort d'Émile Zola. On sait qu'Émile Zola est mort en 1902, en septembre 1902, des suites d'un accident terrible, d'un accident domestique, puisqu'il aurait inhalé les gaz toxiques de la cheminée de sa chambre et il est mort donc asphyxié. Il semblerait en vérité qu'Émile Zola ait été tué, qu'il ait été tué à dessein, et celui qui nous le dit, c'est Jean Bedel. J'ai eu la chance de connaître Jean Bedel, qui était stagiaire au journal Libération juste après la guerre. C'était pas le Libération 68 arts de Serge July, c'était le Libération de la Libération, si je puis dire. Et à l'époque, on avait fait pour les 50 ans de la mort de Zola en 1952 un grand dossier. Du courrier est arrivé au journal, et parmi ce courrier, il y avait celui d'un certain Pierre Aquin, qui disait qu'il avait dans sa jeunesse connu un certain Henri Buron-Fosse qui lui avait appris qu'il était l'assassin de Zola. Ce monsieur, qui à l'époque n'était qu'un jeune homme, était membre d'une ligue antisémite qui détestait Zola et tout ce qu'il représentait. Il serait allé de nuit boucher les cheminées de l'appartement d'Émile Zola. Et donc il y aurait au moins eu intention de nuire à Émile Zola, peut-être pas de le tuer. Toujours est-il que, comme l'avait dit à l'époque le grand Anatole France, un moment de la conscience humaine avait disparu avec Zola.
Lorsque le roi Louis XVI convoque les États généraux, il s'agit d'abord de résoudre une crise financière. Et il y a un très grand problème de représentativité. Et il est certain que la bourgeoisie, qui peu à peu, au fil des siècles, a acquis une importance considérable dans la société, enrage de ne pouvoir gouverner, puisque tous les postes essentiels sont détenus par le premier ordre, c'est-à-dire par la noblesse. Alors, évidemment, il y a eu beaucoup d'atteintes à la monarchie absolue pendant toute l'année 1789. Dites-vous que la proclamation de l'Assemblée nationale en juin, que ce qu'on appelle les journées d'octobre, quand les émeutiers de Paris viennent chercher à Versailles la famille royale, et puis entre-temps, bien sûr, la célèbre prise de la Bastille en juillet, et puis au mois d'août suivant, l'abolition des privilèges, tout ça porte des coups assez rudes à la monarchie. Mais il serait complètement faux de dire que la révolution de 1789 s'est faite contre le roi, et la preuve, c'est que le roi est resté sur le trône jusqu'en août 92, donc pendant les 3 premières années de la Révolution, il ne s'agit pas de remettre le roi en cause, mais bien les institutions de l'ancienne France. Quand j'étais adolescent, on lisait les romans de la série de Jeanne Bourrin sur la Chambre des Dames, et on se rendait compte qu'en fait, au Moyen-Âge, alors il faudrait savoir de quel Moyen-Âge on parle, vous savez, le Moyen-Âge ça dure 1000 ans, mais disons pour simplifier que entre le XIIIe et le XVe siècle, le statut de la femme était assez différent de l'image qu'on peut s'en faire, et que les femmes, sans avoir peut-être droit de cité, n'en avaient pas moins un droit politique important. Elles étaient à l'intérieur des familles, elles étaient au sein des fronts familiaux, comme on disait, pour désigner les stratégies de conquête progressive du pouvoir dans la cité. Elles étaient essentielles. On respectait peut-être beaucoup plus les femmes au Moyen-Âge qu'on ne les a respectées par la suite, à l'époque moderne, et en tout cas, on les respectait, ça c'est incontestable, beaucoup plus sous l'Ancien Régime que pendant le siècle bourgeois, le 19e siècle, où là, véritablement, elles ont été mises sous le boisseau. La motivation des croisés, presque toujours, c'est une motivation essentiellement religieuse. Au Proche-Orient vont se créer ce qu'on appelle les royaumes latins. Ces royaumes latins, ce sont bien des implantations territoriales avec des souverainetés occidentales sur des terres qui sont orientales. Donc, il y a une forme très archaïque et très initiale de colonialisme, si l'on veut, avec de grands guillemets. Et c'est vrai qu'un certain nombre des croisades qui ont suivi la première croisade ont eu pour objet d'aller défendre ces royaumes chrétiens, c'est vrai. Est-ce que pour autant c'était des guerres de colonisation? Non, ça ce serait faire un double, un triple anachronisme que de le prétendre.